Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une vidéo totalement atypique qu'une fois de plus les marques vont détester et tant mieux. Je vais vous parler d'une actualité brûlante puisqu'il s'agit d'un appareil sorti il y a à peu près une quinzaine d'années. Et oui, je vais évoquer avec vous le D700 de chez Nikon, un appareil que j'avais acheté fin 2008, et oh là là ça remonte pas à hier, après toute une série de boîtiers Nikon, c'est parti avec le D1, le D1H, le D1X, le D100, le D200, le D2X, le D2H, enfin non, le D2H, le D2X, dans cet ordre-là. J'en passais des meilleurs, et puis le D3, le D700, et avant donc toute cette lignée de plein format que Nikon a sorti. Alors pourquoi vous parler d'un appareil sorti il y a 15 ans? Eh bien parce que j'ai voulu me lancer un défi, et puis aussi vous en faire partager un petit peu mon retour. Comment faire des photos d'une extrême qualité aujourd'hui, en 2025, avec moins de 300 euros? Oui, vous l'avez bien entendu, moins de 300 euros. C'est le défi que je me suis lancé. Alors pour ce faire, j'ai acheté ce D700 à 200 euros. Pile poil. Alors, il a vécu le D700 à 200 euros. Vous voyez qu'il a quand même quelques traces d'utilisation, mais il est totalement opérationnel, totalement fonctionnel. Et puis, j'ai choisi un objectif de haute qualité, mais pas cher du tout, le 50 mm f1.8. Alors en monture F, bien sûr, puisqu'on ne peut pas monter d'objectif monture Z sur les anciennes montures F. On peut faire l'inverse avec la bague FTZ, mais dans ce sens-là, ça ne marche pas. Alors est-ce qu'on peut faire de la photo de très haute qualité avec moins de 300 euros en 2025? C'est le défi que je veux relever avec vous, et on voit ça tout de suite dans ce test bien particulier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le D700, eh bien on va en faire le tour ensemble, regarder un petit peu son ergonomie, quelles fonctions dont il dispose, et puis aussi quelles sont les restrictions par rapport à un boîtier plus moderne, et l'agrément d'utilisation. Enfin bref, on va parler un petit peu de tout ça ensemble dans un premier temps. Et comme j'ai décidé d'aller au bout de ma démarche dans ce film iconoclaste, eh bien on va le comparer, non pas à un Z50 ou un Z52 dans un budget plutôt réduit, non, j'ai pris carrément mon plus gros boîtier actuel, le Z8, un de mes plus beaux objectifs, le Z50 f1.2, et on a donc un ensemble à pratiquement 7000 euros opposé à un ensemble à 300 euros. C'est totalement fou, je vous l'ai dit, ce test ressemblera certainement à aucun autre, en tout cas j'en ai pas vu de cet ordre sur YouTube, mais la question que je me pose c'est est-ce que c'est totalement hors de propos de comparer 300 euros à 7000 euros, de comparer deux technologies de 15 ans d'écart? C'est les photos qui vont nous le dire, c'est les résultats que l'on peut obtenir, et c'est le plaisir qu'on va prendre à utiliser l'un et l'autre de ces deux appareils. Commençons par le D700. Alors première chose, il est lourd cet appareil. Lorsqu'on l'a en main, franchement, j'ai des grandes pattes, mais vous voyez, il faut bien tout. Et puis le revêtement à l'avant, il est certes un petit peu antidérapant, mais il a déjà un petit peu vécu, il est un petit peu usé, et on a donc cette sensation un petit peu de maintien un petit peu délicat. Alors tout de suite, bien sûr, je le compare avec le Z8. Le Z8 a ce revêtement qui est un tout petit peu plus structuré et qui est beaucoup moins glissant. On l'a mieux en main. La poignée également, là, elle est plus creusée, alors que la poignée du D700, vous voyez, est un petit peu moins creusée. Mais bon, c'est à la marge. On l'a quand même bien en main. Deuxième chose qui va forcément vous sauter aux yeux, c'est que l'écran arrière, il est relativement grand. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vous le mets en live view pour que vous puissiez le voir. Et oui, parce que normalement, la visée sur un D700, c'est une visée optique et on regarde dans le viseur et non pas sur l'écran arrière. Contrairement, bien sûr, à l'écran arrière du Z8 qui lui s'allume absolument immédiatement. On passe de l'un à l'autre si on se met devant le viseur ou sur l'écran, il n'y a aucun problème. Les deux fonctionnent très bien. Et puis surtout, cet écran est orientable sur le Z8. Que nenni sur le D700, c'est un écran fixe, et là, vous n'avez pas la possibilité, lorsque vous voulez faire une photo au ras du sol, eh bien, il va falloir vous mettre à plat ventre, et oui, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Alors, on peut tout à fait visualiser les photos qu'on vient de prendre à la fois sur le Z8 et sur le D700 avec l'écran arrière, si ce n'est qu'avec le Z8, lorsque vous venez de prendre une photo, vous la voyez immédiatement dans votre viseur apparaître sans quitter le viseur des yeux. Vous pouvez, grâce à ces petites touches de fonction, voire même au centre du pad, ici, vous allez pouvoir
zoomer dans l'image pour vérifier exactement ce que vous avez fait, ce qui n'est absolument pas possible avec le D700, puisque là, dans le viseur, on ne voit pas l'image que l'on a prise, on la voit seulement sur l'écran arrière, et il va falloir utiliser les petites flèches plus et moins pour agrandir l'image. C'est quand même beaucoup moins pratique à l'usage, vraiment, quand on a l'habitude des hybrides et de tout vérifier à l'œil dans le viseur très rapidement, y compris lorsque la lumière ambiante est importante. Ça aussi, c'est un point non négligeable. Lorsqu'il y a une grande lumière extérieure, vous regardez dans votre viseur et vous êtes confortable. C'est loin d'être le cas avec le D700. Et oui, la technologie a quand même évolué en 15 ans. Hein. Heureusement. Deuxième point, c'est le bruit infernal que fait le D700. Je vous montre ça. Eh ouais, je peux vous dire que dans une église ou un concert, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a bien un pseudo mode silencieux, mais bon, c'est pas franchement génial. Je vous mets le bruit du Z8. Eh oui, il n'y en a pas. Eh ben non, on peut mettre carrément en mode silence. Ouais, c'est dingue, ça fait pas un bruit. Et si vous voulez avoir un petit bruit pour contrôle, voilà ce que ça donne. Avouez que c'est quand même nettement plus confortable. Alors on a beaucoup décrié les viseurs hybrides de la série Z. Franchement, quand on est dans un Z8, Z9 et encore mieux sur un Z6 III, ces viseurs, moi je les adore. Je m'y suis totalement fait et quand on revient à un viseur optique, eh bien je suis désemparé parce que je trouve ça moins bon. Alors je sais qu'il y en a qui vont hurler dans les chaumières, eh bien tant pis, je préfère mes viseurs électroniques sur les séries Z maintenant. Et encore, si vous avez l'occasion de regarder dans un Fuji GFX 102 avec son viseur de 9 millions énorme, là c'est carrément superlatif et meilleur que tous les viseurs optiques. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Mais j'ai bien conscience que c'est loin d'être la majorité des cas et beaucoup de personnes préfèrent les viseurs optiques, à commencer par Daniel qui, après avoir essayé longuement les deux appareils, vous livre son témoignage. Alors Daniel, tu viens de mettre l'œil dans les deux viseurs, du D700 et du Z8. Quel est ton ressenti, quelles sont tes impressions par rapport à ces viseurs? Pour ma part, je préfère assez nettement le viseur du D700, qui pour moi est une image complètement naturelle. J'ai la même chose dans l'œil ou dans le viseur. C'est fin, la colorimétrie est parfaitement respectée. Et voilà, j'ai une copie conforme de ce que je vois. A contrario, le Z8, dans le viseur du Z8, je vois quelque chose qui est extrêmement saturé, qui est peut-être flatteur, mais qui est pour moi trop saturé, les verts sont trop vifs, donc c'est pas naturel. Et puis le détourage de la croix en particulier, il est trop moiré. On a l'impression de voir un léger détourage noir pour bien la faire ressortir. Bon, moi je trouve pas ça naturel, ça me plaît pas. Ok, voilà. Merci Daniel. Là, ce viseur sur le D700, d'abord, il est un petit peu vieilli, il est un petit peu jauni, donc il est un petit peu moins performant. Alors certes, on n'est pas au niveau d'un D5 ou d'un D6 en viseur optique, qui sont vraiment le mieux, ou voire même un Nikon D850, qui sont vraiment un cran au-dessus de celui du D700. Mais je dois bien avouer que ce viseur, même s'il est agréable en pleine lumière, ne me transcende pas, loin s'en faut, par rapport au viseur électronique que l'on peut avoir désormais sur les hauts de gamme de la série Z chez Nikon. Et puis il y a un point aussi qui est à prendre en considération, c'est que lorsque vous photographiez en basse lumière, et oui on l'a oublié ça depuis les années, eh bien votre viseur électronique va augmenter, amplifier la lumière ambiante, et vous allez quand même voir parfaitement, presque dans le noir total. C'est loin d'être le cas avec un viseur optique. Là, vous allez avoir le rendu naturel. Alors, c'est quand même sympa de se rendre compte exactement de ce que vous allez photographier. Mais pour vérifier une mise au point ou vérifier un cadrage, lorsque c'est très sombre, on ne voit strictement rien. Petit point particulier, vous avez ce qu'on appelle un flash pop-up sur le Nikon D700. Donc c'est un petit flash qui peut servir à déboucher des ombres lorsqu'on est dans un environnement un petit peu sombre. Sur un premier plan pas trop éloigné, ça peut rendre service, ça marche plutôt pas trop mal. Bien sûr, c'est absent sur les séries Z, sauf sur le Z52 qui a un petit flash lui également, c'est assez rigolo. Alors maintenant, attaquons un petit peu l'ergonomie de ce boîtier, de ce D700. Vous avez ici un trèfle, caractéristique des trèfles professionnels, qu'on retrouve d'ailleurs
aussi encore sur la série Z actuelle. Ça n'a pas forcément complètement évolué, et alors là tant mieux parce que ça marche très très bien. Et puis ici avec un petit loquet, vous pouvez sélectionner la vitesse de cadence de prise de vue avec 2 cadences, après le live view et puis le retardateur. De ce côté-là, on va retrouver sur l'épaule droite le marche-arrêt, bien sûr, avec le sélecteur de mode ici, la correction d'expo ici, et puis quand même un très grand écran sur l'épaule droite. Vous voyez qu'il est même carrément plus grand que l'écran du Z8. Alors petit point de détail, vous voyez cette molette là, elle a pris un petit peu de jeu et elle n'est pas opérationnelle à 100%, il y a des fois ça rip un peu, c'est une caractéristique commune des anciens Nikon. Sur la face arrière, eh bien, on va retrouver le pad, de la même façon d'ailleurs que le pad du Z8, il n'y a pas de souci. Et puis on a, avec ce pad, on va naviguer à la fois par exemple dans les menus, là vous voyez la touche menu, on va pouvoir remonter un petit peu les commandes, etc. On peut aussi trouver en dessous ici la sélection autofocus. C'est tellement simple, c'est tellement évident d'utiliser un D700 quand on vient d'appareils beaucoup plus complexes. Ça aussi on aura l'occasion d'y revenir dans les menus. Vous allez voir que on avait quand même des choses plus abordables et plus faciles à utiliser. Alors on commence ici avec la visualisation des photos. Vous pouvez bien sûr afficher différents modes d'affichage grâce au pad. Vous allez pouvoir l'effacer si nécessaire avec 2 coups ici sur la poubelle. Grosso modo on a fait le tour avec au niveau des entrées sur le côté une prise HDMI mode normal, une prise USB, alors là c'est antique, et puis une prise d'alimentation. L'autre côté, une trappe qui va vous amener à cette carte. Eh ouais, énorme d'ailleurs la carte. On visualise un petit peu ce que ça peut donner au niveau des autres cartes. C'est une carte Compact Flash 16 Gigabits. Ça suffit amplement pour ce type d'appareil. Dessous, on a la trappe qui permet d'accéder à la batterie. La batterie est encore opérationnelle, même si je trouve que ça ne dure pas aussi longtemps. En tout cas, dans les modes, par exemple, comme le Live View, ça défile assez vite. Sur l'avant de l'appareil, on a ici sur le côté le sélecteur qui vous permet d'aller soit sur le mode manuel, soit sur le mode single, soit sur le mode continu. Ici, sur le côté, ce bouton vous permet d'enlever votre objectif et d'en changer si nécessaire. De l'autre côté, vous avez également 2 petits boutons qui vous permettent de vérifier la profondeur de champ. Ça aussi, c'est une différence intéressante. Avec les hybrides, on voit directement dans le viseur la profondeur de champ réelle, en tout cas jusqu'à entre 5, 6 et 8, suivant les modèles. Donc ça, c'est bien quand vous avez des objectifs à très grande ouverture. Vous voyez tout de suite si vous êtes net là où vous voulez ou non. Sur un D700, on peut se rendre compte de cette profondeur de champ avec ce bouton qui vous permet là aussi de visualiser en direct si vous êtes, à quelle profondeur de champ vous êtes et si vous êtes net là où vous voulez être net. Et vous avez ici en dessous un dernier bouton qui est paramétré sur le bracketing, mais je crois qu'on peut lui donner d'autres fonctions, il me semble. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'ergonomie de ce D700, mais alors qu'en est-il sur le terrain quand on prend vraiment des photos? Qu'est-ce que j'ai ressenti à reprendre cet appareil d'une quinzaine d'années? Alors déjà, dans un premier temps, le paramétrage de l'appareil. C'est tellement simple, c'est tellement plus facile. Dans les modes d'autofocus, vous allez avoir une sélection ici sur toutes les zones, ou une zone très resserrée ou une zone un petit peu plus large, et puis ça suffit. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer votre collimateur grâce au pad. Point barre. Qu'est-ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai utilisé de nouveau ce D700 après une quinzaine d'années? D'abord, un sentiment de simplicité. Au niveau photo, on retrouve très rapidement ces marques avec la correction d'exposition immédiatement accessible, la sensibilité aussi immédiatement accessible, et on va pouvoir, et c'est un des points forts du D700, apprendre à faire de la photo, apprendre à maîtriser une exposition, apprendre à maîtriser une vitesse, choisir un cadrage, bref, toutes les vraies fonctions de la photo sont totalement accessibles, totalement paramétrables, débrayables, et là vous allez vraiment être capable de faire de la photo, d'apprendre la photo et d'aller très très loin dans cet apprentissage, y compris jusqu'à un mode professionnel. Moi j'ai travaillé avec ce D700 et je suis loin d'être le seul. Pendant des années, ces fichiers du D700, on s'est rendu compte qu'ils étaient d'une très très belle qualité, y compris avec seulement 12 millions de pixels. Et oui, 12 millions face à 45. On va voir que dans les faits, cette différence, si elle paraît énorme sur les chiffres,
elle n'est pas forcément aussi importante que cela. Mais avant de comparer les images, je voulais continuer un petit peu de vous donner mon ressenti lorsque j'ai utilisé l'appareil. Alors je vous l'ai dit, le bruit m'a presque dérangé. C'est vraiment surprenant quand on reprend l'appareil, qu'on le met à hauteur des yeux. Ça fait vraiment un raffut du diable. Dans certaines circonstances, c'est gênant. Mais pour le reste, j'ai tout de suite retrouvé mes automatismes. Vraiment, c'était très très agréable. Et j'ai pu faire de la photo, de la vraie photo, avec un grand plaisir. Alors, des choses qui m'ont manqué immédiatement, et ça c'est vraiment un point important à mes yeux, c'est que je n'ai pas sur le D700 accès à la détection des visages et des yeux. C'est apparu bien plus tard. Et pourtant, lorsqu'on fait du mariage, du portrait, de la photo de rue, c'est vraiment un outil incroyablement efficace. Je vous l'ai démontré bien sûr sur le Z8, sur le Z9, mais aussi sur le Z52 où ça fonctionne vraiment très très bien. Là, il n'y en a pas, donc il va falloir être un petit peu plus malin, être capable de sélectionner un peu la zone dans laquelle vous voulez que l'AF se mette au point, et il va falloir un petit peu trouver les bonnes façons de faire pour que vous puissiez également prendre de belles photos. Donc le bilan, vous voyez, est assez positif quand même pour un appareil aussi ancien. J'ai retrouvé mes petits très rapidement, on n'est pas dépaysé, l'ergonomie n'a pas été bouleversée par Nikon depuis des décennies d'ailleurs, et on se sent plutôt à l'aise sur ce boîtier de 15 ans. Et bien maintenant, il s'agit d'aller voir sur l'ordinateur, qu'en est-il des fichiers? Est-ce qu'on arrive à une qualité honorable, médiocre, comparable? Je vous le répète, 7000 balles, 300 balles, ça paraît fou les chiffres quand on les dit comme ça. Est-ce qu'on est en droit d'attendre une très belle qualité avec un D700 de 300 € en 2025? C'est ce qu'on va voir immédiatement sur l'ordinateur. Allez, suivez-moi. Alors commençons déjà par regarder quelques images anciennes. J'ai utilisé cet appareil, le D700, depuis 2008 jusqu'à 2012, pendant pratiquement 4 ans. J'ai réalisé des milliers de photos, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Et on va regarder quelques exemples ensemble, tout simplement, pour voir un petit peu ce que l'on était capable de faire à l'époque. Et vous allez voir que c'est déjà pas si mal. Alors je ne vais pas toutes vous les faire, bien sûr, il y en a vraiment trop. Une première à 35 mm avec un objectif très modeste, le 35 f2 à 1600 ISO, pour s'apercevoir que déjà, c'est pas hyper bruité, c'est joli, c'est des couleurs qui sont agréables, très chatoyantes, c'est précis, on peut aller agrandir un petit peu cette image pour s'apercevoir que même à 1600 ISO, c'est tout à fait correct. Allez, on continue notre balade. La dynamique de lumière est bonne, on est à 3200. Allez, on monte un petit peu en ISO avec le 2870 f2.8. C'est un objectif que j'ai adoré, ce 2870. Je l'ai préféré d'ailleurs assez longtemps au 2470. 5000 ISO, vous voyez que c'est encore tout à fait convenable avec des écarts dynamiques qui sont importants. Un autre exemple où on voit des noirs assez profonds, bien qu'on soit à 4000 ISO, et des capacités à transcrire aussi des scènes avec des contrastes forts. Là, dans un cadre d'un reportage en station de ski, la nuit, vous imaginez bien que c'est assez compliqué. Là, ça se passe plutôt pas mal. Y compris d'ailleurs au niveau de l'autofocus. Vous voyez que on a un point qui est plutôt bon, avec un suivi de la cible qui est bon également. Alors attention, c'était pas tout à fait aussi excellent que ça l'est maintenant, mais on arrivait quand même, si on paramétrait bien son D700, à faire des choses tout à fait correctes. Revenons un petit peu sur l'autofocus. Alors vous voyez que sur des images quand même assez agitées, bon là je suis à f11, donc pas trop de soucis, surtout avec un 35 mm, mais voilà des images beaucoup plus difficiles à saisir, surtout de nuit. Là on est sur un slalom nocturne avec le 70-200 de 8 et à f4, et vous voyez que là c'est parfaitement net, c'est excellent. Alors toute une série d'images que j'ai réalisées pour un constructeur d'ULM, Air Création pour pas les nommer, le premier constructeur mondial d'ULM pendulaire, sont des ULM en forme un petit peu d'aile delta, et vous voyez que en l'air c'est pas toujours simple, donc là j'étais le plupart du temps avec le 70-200 et avec là aussi un suivi de cible qui est parfait, avec beaucoup de détails, beaucoup de précision. Ça a été un régal d'utiliser ce D700 pour ce reportage, et je n'ai eu que très très peu de déchets. Tout autre style avec le 85 f1.8, objectif que j'adore, que j'ai d'ailleurs racheté en version Z, et on a aussi
un rendu de portrait qui est absolument modulable comme on le souhaite, avec beaucoup de précision, beaucoup de matière. On peut avoir quelque chose de presque chirurgical comme ici, ou avoir quelque chose qui est beaucoup plus adouci. On règle un petit peu à la fois son objectif, son boîtier également, puisqu'on a le picture control qui permet vraiment d'aller très très loin dans ce réglage, pour avoir des sensations, des rendus exactement comme vous le souhaitez. Alors dans un exercice approchant quand même, mais pas tout à fait identique, le mariage, là aussi on a vraiment exactement ce que l'on souhaite. Enfin moi j'ai toujours réalisé les images que je voulais avec le D700, quand même moi j'en ai fait pas mal, absolument comme je pourrais avoir maintenant avec un boîtier et un objectif de maintenant, de 2025, à ceci près quand même qu'il faut être un petit peu plus précis, attentif et habitué sur le réglage de la F, puisqu'on n'a pas, je vous l'ai déjà dit, la détection des visages et des yeux qui rendent quand même pas mal de services. Les écarts dynamiques sont très bien respectés, y compris lorsqu'on est obligé, comme c'est le cas sur cette image, de retravailler pas mal en post-traitement, et on a la possibilité d'aller assez loin dans ce traitement, sur des images très très lumineuses en haute montagne. Vous voyez que ça se passe plutôt pas mal. Et enfin, un dernier critère, le paysage. Alors là, il suffit de prendre un objectif qui soit extrêmement piqué. Alors le 35 f2 était assez mou à pleine ouverture, mais à partir de 5, 6 et surtout 8, il devenait plutôt bon. Donc sur du paysage de mer, on arrivait à faire des rendus un petit peu spécifiques, comme moi je les aime, et puis quelque chose de plus neutre, plus naturel, ou même le retravailler en noir et blanc sans aucun souci non plus. Et j'ai utilisé aussi beaucoup le D700 en photo aérienne. Alors à l'époque, il n'y avait pas de drone, hein. On est vraiment physiquement en l'air, et là aussi, vraiment une qualité superlative. Et on a vraiment des photos qui peuvent être agrandies en grand tirage facilement, et que l'on peut utiliser d'une façon personnelle ou professionnelle, une fois de plus, sans aucune retenue. Enfin, dernier exemple, c'est de la proxy, voire de la macro. Alors j'ai utilisé pour ça souvent un objectif un peu particulier, le 24 à décentrement, parce qu'il me permettait d'approcher énormément avec à la fois la bascule et le décentrement. Il était possible d'avoir des plans de netteté et se rapprocher du sujet de façon vraiment très importante. Et vous voyez que là aussi, on a des résultats qui sautent aux yeux. Hein. C'est formidable, c'est bon, c'est très sympa. Et le D700 ne démérite pas. Alors passons maintenant, l'exercice sera plus limité parce que j'ai pas fait non plus des milliers de photos avec ce D700, mais j'en ai quand même fait quelques dizaines pour avoir une idée un petit peu plus précise de la comparaison avec un Z8. La plupart du temps ça sera Z8 plus 50 f1.2 et D700 et 50 f1.8. Et puis j'ai quelques images aussi au 50 mm avec le 24-200 qui nous permettront d'avoir une comparaison avec un objectif un peu moins onéreux que le 50 f1.2. Allez, premier élément de comparaison. Alors à chaque fois il y aura à gauche le D700, à droite le Z8. On a à peu près la même photo, le même cadrage à 50 mm sur les deux, hein, je vous l'ai dit, f1.2 ici, f1.8, à 6.3, 5-6, bon, on est à peu près à la même ouverture, et la sensibilité est la même, 200 de chaque côté. Alors le rendu global, on va dire que d'une façon générale, le D700 expose légèrement plus clair, ce qui fait que le ciel est un petit peu trop éclairé, mais par contre l'avant-plan est éclairé de façon plus satisfaisante. Ça sera une remarque assez générale sur l'ensemble des photos d'ailleurs. Sans ça, au niveau de la colorimétrie, on a une colorimétrie qui est un tout petit peu plus respectueuse sur le D700. Alors les deux sont réglés en picture control neutre, sans trop de correction, hein, de façon à avoir quelque chose qui soit à peu près identique. Et puis, je dirais que d'une façon globale, si on retravaille un petit peu les deux images, on va arriver à quelque chose d'assez semblable. La seule vraie différence, c'est bien sûr si on agrandit les deux images à un rapport d'agrandissement identique, à savoir 200% à gauche pour le D700 et 100% à droite pour le Z8, eh bien on se rend vite compte que là, les 45 millions de pixels parlent très vite. On le verra, c'est encore plus flagrant dans d'autres exemples, mais c'est évident que si on a besoin de recadrer, de cropper, les 45 millions seront un avantage énorme. Pour ce deuxième exemple, on se propulse à l'intérieur d'une église. Et alors là, on a quand même une différence assez importante au niveau de la balance des blancs. Tout à l'heure, on avait une petite différence colorimétrique, mais alors là, c'est beaucoup plus marqué.
avec une tendance beaucoup plus jaune, beaucoup plus chaude sur le D700. Les deux sont réglés de la même façon, hein. On est à 200 ISO de chaque côté, f4 avec le 51.2 et le 51.8. Cette différence, elle s'explique bien sûr par la qualité de la matricielle. Le Z8 est un petit peu plus fidèle, bien que ça soit plus bleu et froid que la réalité, mais le D700 est plus jaune et plus chaud que la réalité aussi. Ça se situe un petit peu entre les deux. Au niveau de la dynamique de lumière, c'est assez comparable en fin de compte. On a les noirs qui sont un petit peu plus profonds, un peu sous-exposés très légèrement sur le D700, c'est un petit peu plus clair sur le Z8, mais les blancs qui sont sur les vitraux un petit peu cramés le sont un tout petit poil plus sur le Z8 que sur le D700. Au niveau de la précision de l'image, alors là par contre il y a bien sûr une différence très importante, une différence importante. Vous voyez, là je suis agrandi, toujours pareil, 200% à gauche, 100% à droite, hein, pour avoir le même rapport d'agrandissement. En fin de compte, c'est ce qui nous intéresse, hein, ce qu'on va pouvoir soit visualiser sur son écran agrandi fortement, soit imprimer, bien sûr. Et là, avantage, encore une fois, à la fois avec le 50 f1.2, hein, qui est meilleur que le 50 f1.8, ce serait la moindre des choses, mais aussi aux 45 millions de pixels, et là, la différence est encore plus flagrante. Alors, je reviens un petit coup sur l'exposition des deux boîtiers. Vous voyez que c'est assez différent de ce qu'on a eu tout à l'heure à l'extérieur, puisque... Alors on va me dire, ah oui, là le Z8 il expose vachement plus juste, on regarde le vitrail, il est bien mieux. Alors oui, c'est clair, le vitrail est bien mieux défini et moins cramé sur le Z8 que sur le D700. Maintenant, si l'idée c'était de rendre un peu l'ambiance qui règne derrière l'hôtel avec les chapiteaux qui ressortent bien, et puis quand même quelque chose qui puisse donner un ensemble à cette scène, eh bien, je préfère l'exposition du D700 qui fait une moyenne en fin de compte des lumières que l'on perçoit sur cette scène et qui permet d'apprécier un petit peu plus l'ensemble de la scène plutôt que le Z8 qui a lui privilégié les hautes lumières. Alors revenons à l'extérieur pour vérifier un petit peu cette différence d'exposition. C'est encore le cas, vous voyez que le D700 est un petit peu plus clair, presque, je dirais, plus conforme à la réalité de la scène du moment. On peut quand même constater que le ciel est parfaitement bien rendu, avec, je dirais, un contraste, des nuances qui sont presque meilleures que sur le Z8. Donc vous voyez que le match existe, hein, c'est pas un chaos technique du Z8 sur le D700, loin s'en faut. J'ai quand même essayé de changer d'objectif, parce que c'est vrai que le 51.2 c'est quand même le top du top de chez Nikon, donc j'ai pris un objectif beaucoup plus modeste, le 24-200 à 50 mm, hein, pour avoir la même focale, toujours à f8 et à 200 ISO sur les deux boîtiers. Là, j'ai fait une petite erreur de manipulation, je vous le dis tout de suite, j'ai fait une surex de 0.3 diaph sur le D700, qui avait déjà un peu tendance à le faire, donc autant vous dire que c'est un petit peu blanc, pas énormément, mais un petit peu, donc ça s'explique de cette façon-là. Je voulais voir ce que ça donnait au niveau de la définition. Vous voyez que même avec cet objectif plus modeste, hein, le 24-200, qui à f8 est quand même tout à fait correct. Vous voyez que là, en termes de définition de précision de piqué, on n'est pas dans la même cour, hein, c'est assez normal. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé sur le Z8 que sur le D700. Alors justement, puisque cette image est très légèrement surexposée, on va en profiter pour voir un petit peu comment on peut travailler un fichier comme celui-ci, du D700. Et est-ce qu'on peut réduire un petit peu cette surexposition? Bon, là c'est très facile, hein, on est sur Lightroom, donc il suffit de baisser un tout petit peu. J'étais à plus 0.3, donc on va se remettre à peu près à, je dirais, une expo normale. Et vous voyez que là, même le blanc derrière de l'éolienne est déjà bien réduit, et on peut encore aller un petit peu plus loin. Voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble de près à ce que j'avais en souvenir dans la tête de l'exposition normale et des couleurs normales de ce fichier. On peut bien sûr augmenter un petit peu cette netteté. Alors moi j'ai pour habitude de réduire le rayon et d'augmenter ensuite un petit peu le détail et le gain. Voilà. Et vous voyez qu'il y en a encore sous la pédale, parce que là on a quand même quelque chose qui reste vraiment très défini, précis, sans liseré artificiel, et on a une très très belle image.
Enfin, dernier point que je voulais vous montrer aussi, c'est la qualité du bokeh lorsqu'on est sur un objectif ouvert à f1.2 par rapport à l'objectif ouvert à f1.8. Vous voyez qu'il y a quand même une différence, c'est clair. L'arrière-plan est plus fondu sur le 1.2 que sur le 1.8. S'il n'empêche que, est-ce que on a une différence de 95 € à gauche à 2600 € à droite? À vous de juger, à vous de me dire ce qu'il en est. Alors, autre point où on attend bien sûr au tournant le D700 par rapport aux Z8, c'est sur la montée en ISO. Donc là, on va partir d'assez bas, 200 ISO, puisque c'est l'ISO natif sur le D700, alors que c'est 100 ISO sur le Z8, mais peu importe. Bon, là, si on agrandit les deux, une fois de plus, à rapport d'agrandissement identique, on s'aperçoit qu'il y a pas de bruit, encore que on pourrait presque déceler un tout petit peu sur le D700 si on était vraiment pinailleur. Mais bon, voilà, on va dire que c'est à peu près identique. Même chose à 400 ISO, on a toujours ce déficit de précision parce qu'on est agrandi fortement sur le D700. Au niveau du bruit, ça ne change rien. Idem pour le 800 ISO, pas de problème, tout cela suit une montée très progressive et normale avec des images parfaitement exploitables. 1600 ISO, pour moi, je vois pas beaucoup de différence, encore une fois. Alors, je parle pas, bien sûr, de l'équilibre colorimétrique, ça on en a déjà parlé, de la précision due à la fois au capteur et à l'objectif, même si je trouve, si on va aller chercher vraiment dans le détail, que, justement, en parlant de détail, le Z8 à 1600 ISO commence à perdre un petit peu de sa superbe par rapport au D700, et l'écart qu'il y avait entre les deux commence très légèrement à diminuer. C'est toujours mieux sur le Z8 dans ce rapport d'agrandissement, mais c'est un petit peu moins flagrant qu'auparavant. 3200 ISO, et on commence à voir des choses assez intéressantes, puisque si cet écart qui existait vraiment de façon très flagrante dans les basses sensibilités, il existe, il perdure quand même un petit peu, mais il n'est pas aussi vraiment important que ce que j'aurais pu prédire ou croire, même si vous voyez dans le fond là on a quand même quelque chose qui est mieux sur le Z8 que sur le D700. Le premier plan, eh bien c'est pas si loin que ça. C'est encore à la faveur du Z8, mais la différence n'est pas aussi importante que l'on pourrait le croire, et dans un rapport d'agrandissement plus normal, on est sur quelque chose de vraiment très similaire désormais. Nous sommes à 6400 ISO, on voit une dégradation sur le D700. Là, ça commence à devenir un petit peu plus flagrant. On a une image qui perd du piqué, du détail. Sur Z8 aussi, mais comme on partait d'un petit peu plus loin, ça reste encore tout à fait appréciable. Vous voyez, sur le D700, le drapé des robes des personnages est quand même un petit peu estompé. On a un petit peu plus de mal à le voir, en particulier sur cette manche. Alors que sur le Z8, c'est encore assez précis. Et il y a quand même cette différence qui continue de jouer en faveur du Z8, même si le D700 s'en sort pas si mal. 12800 ISO, alors là les choses se gâtent quand même pour le D700. On a beau me dire que les hybrides, la montée en sensibilité est pas très bonne, eh ben il faut croire que si, elle est quand même pas si mauvaise que ça, en tout cas par rapport à un D700. Enfin 25600 ISO, et puis on s'en arrêtera là, parce que de toute façon au-delà, c'est vraiment pas très bon ni pour l'un ni pour l'autre. Et on s'aperçoit que là, le D700, il souffre un peu quand même. On a vraiment, je dirais, des détails qui sont un peu partis aux oubliettes. Le Z8, c'est également le cas, il faut pas croire. Donc même si on a moins ces petits points blancs qui dégradent l'image, mais qui sont assez faciles à corriger en post-traitement. Les détails, eh bien, ils sont quand même un peu estompés. On voit beaucoup moins les plis des robes des personnages. On voit beaucoup moins les expressions sur les visages. Bref, les deux images sont dégradées, un petit peu moins sur le Z8, même si là, je trouve quand même que c'est un peu limite. Une fois de plus, pas d'inquiétude, les débruteurs font des miracles et vous pourrez, sur ces deux boîtiers, utiliser le 25000 ISO en prenant la peine simplement de débruter avec Lightroom ou DxO ou Topaz, bref, le logiciel de votre choix, mais vous pouvez tout à fait récupérer, y compris des images à 25000 ISO. Autre point intéressant sur les hybrides Z, c'est la stabilisation du capteur. Alors ça peut même se combiner avec la stabilisation sur l'objectif lorsqu'il y en a une, alors que sur le D700, non seulement il n'y a pas de stabilisation sur le capteur dans le boîtier lui-même, mais il y a assez peu d'objectifs en fin de compte qui ont une stabilisation VR. Il y a par exemple le 200-500 avec lequel j'ai fait pas mal d'images et pour lequel ça marche plutôt bien. Il y a un 24-120 également, mais si vous avez besoin d'un grand angle, là ça va être beaucoup plus délicat et
plus compliqué de trouver un objectif avec une stabilisation. Alors sur le terrain, ça donne quoi? Ça dépend aussi beaucoup de l'opérateur. Il y a des gens qui tremblent plus que d'autres. Dans cet exemple, je suis à 1/20 de seconde sur les deux boîtiers. Alors si on prend l'image comme ça dans sa totalité, c'est pas très visible, mais dès qu'on agrandit, hormis la différence de qualité, je vais pas revenir dessus, j'ai longuement montré un petit peu cette différence, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a quand même une petite sensation de flou qui est liée à un petit mouvement qui est imperceptible lorsqu'on regarde l'image à taille réelle, mais dès qu'on l'agrandit un petit peu fortement, si on est un peu attentif, on voit bien que c'est un petit peu plus bougé, et ce n'est absolument pas le cas sur le 50 mm 1.2 qui, je vous le répète, n'a pas de stabilisation, c'est juste la stabilisation du capteur. C'est très très efficace sur le Z8. Donc la limite se situe, je dirais, aux alentours de 1/20, 1/30 de seconde avec le D700, alors que sur le Z8, on peut descendre beaucoup plus bas. J'ai eu l'occasion de faire des photos jusqu'à 1 seconde avec un 28, un 35 ou un 50 mm et des photos qui étaient encore tout à fait nettes. Ça va être un élément important à prendre en compte, surtout si vous avez une grosse utilisation en basse lumière. Alors vous avez quand même ce 24-120 VR qui va peut-être vous sauver la mise, mais il est ouvre quand même qu'à 4. Et si vous voulez utiliser des très belles optiques, en particulier les optiques AFS 1.4, eh bien là, ça sera sans stabilisation. Enfin, je terminerai cette analyse comparative du D700 du Z8 par la prise de vue en noir et blanc direct. Vous avez la possibilité de régler le picture control sur monochrome, dans les deux boîtiers bien sûr. Alors j'ai choisi de comparer les JPEG parce que si on choisit les RAW, on peut bien sûr revenir sur le noir et blanc, mais par défaut, Lightroom vous met un Adobe couleur. Après, il suffit de changer le profil et d'aller chercher le noir et blanc. Alors attention, parce que par défaut, Adobe va vous proposer en premier son Adobe monochrome, ce qui n'est pas tout à fait ce que vous avez fait dans votre appareil. Et c'est d'ailleurs un peu compliqué, en tout cas sur le D700, de retrouver exactement votre profil intégré lorsque vous avez pris la photo. Vous voyez, il y a différentes propositions. Alors elles sont plus ou moins intéressantes, elles correspondent plus ou moins à votre scène, mais bon, c'est pas forcément très très simple. Si on prend le JPEG, on est sûr d'avoir le fichier d'origine. C'est un peu différent sur le Z8, puisque sur le Z8, voilà l'image en JPEG, voilà l'image en RAW, et sur l'image en RAW, vous allez pouvoir retrouver immédiatement les presets Nikon, à savoir le monochrome plat, celui qui a un filtre rouge, un filtre vert, ou éventuellement les tons profonds qui permet d'avoir vraiment ce que vous avez choisi dans le Picture Control. Revenons à notre comparaison, pour s'apercevoir qu'il y a une vraie différence de rendu, en tout cas au départ sur du JPEG, avec encore une fois quelque chose qui est un petit peu plus clair sur le D700, un petit peu plus sombre sur le Z8. Mais si j'avais à choisir comme ça en direct, sans du tout post-travailler ces deux images, j'aurais tendance à dire que je préfère un petit peu le D700 avec un dégradé lumineux dans le ciel qui est un petit peu plus agréable, des contrastes qui sont un petit peu plus marqués, des parties claires qui ressortent plus, alors que l'image sur le Z8 est un petit peu plus plate. Bon, c'est assez anecdotique de toute façon, puisqu'on peut retravailler à loisir comme on le souhaite ces images. C'était juste pour vous montrer en direct ce qu'on avait comme rendu final, sachant que là aussi c'est très simple de modifier le Picture Control pour avoir exactement l'image que vous souhaitez, voire même la même image dans les deux boîtiers, ce que j'ai réussi à faire assez facilement. Je reviens pas non plus sur la définition, bon là on le sait, maintenant on l'a vu, vous voyez que si on agrandit fortement, là la messe est dite et le Z8 l'emporte très facilement, y compris avec le 24-200 comme je vous l'ai montré plusieurs fois. Eh bien les amis, il est temps de passer à la conclusion. Alors en conclusion, que dire un petit peu de cette comparaison d'un autre temps avec ce D700 face au Z8? D'abord que le D700 ne démérite pas, les photos sont superbes. Lorsque vous avez besoin de faire de très grands agrandissements, de très gros crop, bien sûr, les 45 millions du Z8 vont vous permettre d'aller bien plus loin, c'est certain. Mais si vous restez sur le cadrage que vous avez choisi au départ, lorsque vous avez pris votre photo, vous allez pouvoir faire des tirages A3, A2, voire même A1, vraiment de grands tirages, y compris avec les 12 millions du D700, sans aucun problème. La capacité dynamique est un tout petit peu moindre sur le D700 que sur le Z8, mais on n'est vraiment pas très très loin. La colorimétrie est un petit peu différente, surtout dans certains cas d'éclairage un peu particuliers. Là aussi, ça se paramètre, ça se choisit, ça se travaille. Franchement, vous pouvez totalement comparer les images. On peut encore actuellement en 2025, utiliser les images d'un D700, y compris dans un rendu professionnel.
Peut-être pas en agence, où là on va vous demander des fichiers plus lourds, mais sur des illustrations, sur du web, sur beaucoup d'utilisations, voire sur du mariage, vous pouvez encore vous servir de ce D700. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu atypique, il faut bien le dire, vous aura permis de découvrir le D700 pour les plus jeunes d'entre vous, et pour les autres bien sûr, de vous rendre compte un petit peu de l'évolution ou non du matériel en 15 ans. Et puis aussi, tout ça pour vous dire que n'écoutez pas forcément les sirènes marketing, ne changez pas forcément non plus votre matériel trop souvent. Vous allez pouvoir faire de la belle photo avec du matériel plutôt ancien et vous allez pouvoir faire aussi de belles économies. Ce qui est important, c'est de choisir votre lumière, de choisir votre cadrage, de faire attention à l'utilisation de votre boîtier et c'est comme ça que vous allez réussir de très belles photos, y compris à moins de 300 €. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, j'espère que celle-ci vous aura plu, et puis n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un abonnement, ça me fait plaisir, ça m'aide aussi beaucoup à faire grandir cette chaîne, tous ensemble, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!